Remise en liberté provisoire refusée à Stanis Boujakera, accusé de propagation de faux bruits. Ses avocats avaient fait appel dès son placement en détention préventive et leur demande a donc été une nouvelle fois rejetée ce lundi. Et le rendez-vous de ce mardi, Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir à 20h Kibambi Shintoa, journaliste et patron des médias dont JMK Today. Au menu, les 30 ans de carrière de cette icône de la presse congolaise. Au Mali, la junte décide de reporter la présidentielle. Le gouvernement de transition au pouvoir à Bamako évoque des raisons techniques pour justifier un léger report de la présidentielle prévue les 4 et 18 février 2024. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les frappes aériennes des FARDC ont réussi à neutraliser totalement un haut responsable des ADF à Toronko. Mehdi Oulombo a organisé beaucoup d'attaques qui ont endeuillé plusieurs familles aux alentours de Béni. Capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole des FARDC, quels sont les contours de cette victoire? Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations conjointes avec l'armée ougandaise UPDF, ont lancé dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier une série d'attaques aériennes visant un campement des terroristes ADF-MTM logé précisément entre la frontière ougandaise et congolaise, en face du village Toronko, dans la partie ougandaise. À l'issue de ces attaques nuptiales, il faut dire que plusieurs combattants ADF-MTM ont été neutralisés, mais parmi ces corps, nous avons réussi à identifier le corps du chef ADF, Mehdi Nkulumbo, alias Akapanicher. Ce sinistre chef ADF est le pont entre l'État islamique et ses mouvements terroristes dans la région de Béni. C'était un maillon dur de ces mouvements terroristes parce qu'il était aussi le moteur, le cerveau, le fabricateur des bombes artisanales qui ont causé des dizaines de morts sur le sol congolais et sur le sol ougandais. Les opérations conjointes continuent dans l'ensemble de la région de Béni et aussi du côté de l'Ouganda parce que nous n'avons qu'un seul ennemi en commun, c'est les terroristes ADF-MTM. Les deux armées sont plus que déterminées pour donner la paix non seulement au peuple congolais mais aussi au peuple ougandais. Et dans le même registre, 2 officiers supérieurs des FARDC, dont un colonel, ont été condamnés à 10 ans de prison et destitués des forces armées de la RDC pour perte d'armes et détournement des munitions. Le jugement a été rendu par la cour militaire de l'Ituri. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bunia par les colonels magistrats Dienga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kassereka Yamba Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces jugements est salué par certains Ituriens présents lors du prononcé. Ceci prouve selon eux que réellement la discipline est la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut de condamner des officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent 2 fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a acquitté au même moment 2 capitaines, dont Kaba Moussoko et Ongambitinda Jean Faustin, faute de preuves. Cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée en Ituri, comme le martèlent chaque jour les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny.
Le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, s'est entretenu avec les élus du peuple présent en province pour approfondir les stratégies pour le retour de la paix. Le gouverneur militaire s'est également entretenu avec l'ancien gouverneur civil et tout son gouvernement. Toujours dans le but de ramener la paix à l'est de la RDC, le gouverneur intérimaire du Nord Kivu a organisé dans son cabinet une séance de travail avec les élus provinciaux ainsi que le gouvernement provincial en congé. Un seul message reste à l'ordre du jour, celui de la paix et de la collaboration. De ces faits, Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale, a profité de cette occasion pour réitérer son soutien à Peter Chirimwami pour le retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Par rapport à la mission lui confiée par le chef de l'État, c'est lui de ramener la paix au Nord Kivu. Et nous, en tant qu'élus du peuple, notables du milieu, nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission lui confiée par le chef de l'État, c'est lui de traquer ou de bouter dehors les M23 RDF. Nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu. Du côté des gouverneurs en congé, le porte-parole Jean Bosco a récapitulé l'essentiel de leur entretien avec le gouverneur intérimaire. Comme ceux-là qui ont pu diriger la province, partager les expériences avec l'autorité, donner certains conseils pour que demain ou après-demain nous puissions voir les enfants du Nord Kivu commencer à circuler dans tous les coins de cette province. Il sied de rappeler que toutes ces rencontres s'enregistrent sur le compte de la collaboration pacifique entre les différents meneurs de cette province victimes de la guerre du M23. Et le rendez-vous de ce mardi, le directeur général de l'Espace 50 va honorer l'un de ses aînés de la presse congolaise. Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir à 20h Kibambi Shintoa, journaliste et patron des médias dont JMK Today. Cette icône vivante de la presse congolaise va retracer ses 30 ans de carrière qui se révèlent d'un grand succès. Au Maniema, le gouverneur Idrissa Afani Mangala vient de reprendre le dialogue social avec la population de la ville de Kindu après le quartier Lumbu Lumbu dans la commune de Mikelenge samedi. Afani Idrissa était ce dimanche 24 septembre dans la commune d'Alunguli. Devant plusieurs milliers d'Alungulistans, le représentant personnel du chef de l'État dans la province du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a prêché la réconciliation entre la population, particulièrement le jeune, l'unité, la paix, la cohésion sociale et l'accompagnement de la police nationale congolaise, particulièrement à ce nouveau commissaire provincial, le général Elvis Nawej, envoyé par le chef de l'État pour accompagner le gouverneur. Tout en mettant en garde tout celui qui viendrait troubler la quiétude déjà retrouvée grâce à la technicité et la détermination du nouveau commissaire provincial de la police nationale, le gouverneur du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a invité la population à ne pas porter oreille à toute personne qui viendrait avec des messages de haine. Et donc, à l'occasion, le gouverneur du Maniema a remis 3 motos pimpin neuves aux responsables de 3 associations qui se sont illustrées dans la sensibilisation de la population en relayant les messages du gouverneur lors de sa première phase. Deux grandes solutions prises par Madeleine Nikomba, gouverneur de la Tchopo, en faveur de la Ligue provinciale de football. Il s'agit entre autres de son implication financière pour terminer les travaux de construction du stade de l'Athénée de Kisangani et de la mise à la disposition d'un terrain pour la construction d'un bureau de la Ligue provinciale de football. La gouverneure l'a dit au cours de l'audience qu'elle a accordée à Guy Lusangui, président de la dite Ligue. Au cours de cette audience d'environ 1 heure, le président de la Ligue de football de la Grande Orientale, Guy Lusangui, sollicite auprès de l'autorité provinciale l'organisation de tous les matchs au terrain de l'Athénée de Kisangani en lieu et place de la délocalisation en Ituri, conformément aux vœux de la Linafoot. Les travaux des terrains de l'Athénée étant avancés, Madeleine Nikomba Sabango, au nom de son gouvernement provincial, promet son implication financière pour parachever les travaux d'ici quelques jours. D'abord en tant que président d'un club concerné, mais surtout en tant que député provincial de la Tchopo, il n'est pas normal que nous puissions amener nos jeunes à aller jouer tous les matchs en Ituri. Vous savez que les travaux sont déjà en cours au niveau de l'Athénée, même au niveau du stade de Mumba. Nous avons sollicité de la Linafoot qu'on puisse nous envoyer un délégué
qui puisse venir pour constater que les travaux évoluent, non seulement au niveau du stade de Mumba, mais aussi au niveau du terrain de l'Athénée, où nous avons déjà sécurisé l'aire de jeu. Il nous reste quelques petits travaux qu'on va terminer sûrement d'ici une semaine. Au sujet des $20 000 américains donnés par la Lina Foot pour la construction des bureaux de la Ligue à Kisangani, il y a quelques années, le numéro 1 de la province promet de mettre à la disposition de la Ligue un terrain en déant quelques heures. Comme vous savez, on avait envoyé $20 000 à la Ligue de plusieurs années aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, la fédération demande à la Ligue que si la province de la Chopo n'est pas capable de mettre à sa disposition un terrain, que nous puissions aller construire ce bureau-là au niveau de l'Ituri. Chose qui n'est pas aussi acceptable. A noter que le président de la Ligue, Guy Lusangui, était accompagné du député Dedoche Lusangui. Des dizaines d'années après son enclavement, le trafic a repris avec pompe sur le tronçon routier Kalongue-Madiriri, longue de 25 km, une route de desserte agricole de ce territoire considéré comme grenier agricole de la province du Sud Kivu. Elle a été réhabilitée en méthode semi-mécanique grâce au financement de Picagel, un programme du gouvernement congolais. Elle était baptisée la route de l'impossible à cause de son état d'impraticabilité. C'est la route de Kalongue-Madiriri jusqu'à Chimfunzi, longue de 25 km dans le territoire de Calais, qui a subi une cure de jouvence. Les gigantesques bourbiers qui rendaient souvent impossible la circulation des personnes et de leurs biens ont été supprimés. Ceci a été possible grâce à la technicité des ingénieurs de l'Office des routes qui ont procédé au reprofilage, rechargement systématique, puis le compactage en méthode semi-mécanisée à travers le financement de Picagel à l'INOPS qui tient le lead de la sous-composante du projet Picagel dans le volet de développement des infrastructures d'appui aux chaînes de valeur agricole du projet Picagel. Les motards, les chauffeurs et d'autres usagers, premiers bénéficiaires, n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. Nous disons merci au projet Picagel pour le travail de développement. Qu'il continue comme ça. Auparavant, c'était difficile. On passait 3 jours, 4 voire 6 et les autres faisaient 7 jours. Les véhicules restaient embourbés, mais aujourd'hui, ça roule très bien. Nous remercions Picagel pour ces gestes qu'il a fait pour nous. Nous allons nous mettre au travail pour faire les travaux de cantonnage manuel. La réhabilitation de cette route de desserte agricole a eu un impact positif, même sur les transports en commun, ce qui a poussé ses habitants à jeter des fleurs au projet Picagel. Depuis que Picagel a commencé les travaux de réhabilitation de cette route Kalongue jusqu'au niveau du parc, vraiment ça roule bien. Le travail est bien fait et nous circulons sans difficulté sur cette route. En plus de la réhabilitation de cette route, le projet Picagel a également construit 2 ponts en béton armé en remplacement de ceux qui étaient en délabrement très avancé. 41 dallots de 2,5 mètres de largeur ont été réalisés aux côtés des bises pour canaliser les eaux de pluie. Bien plus, Picagel a aussi donné de l'emploi aux communautés grâce à la main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, 3 heures suffisent pour les habitants de Kalongue de relier Bukavu pendant qu'il en fallait 5 jours dans le passé. Affaire Stanis Boujakera, sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ce lundi. Pour Charles Michizi, un de ses avocats, ce maintien en détention de son client n'a pas lieu d'être, d'autant plus que les indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui n'ont pas été démontrés. Il promet de tout mettre en œuvre et d'utiliser tous les moyens pour que son client comparaisse en homme libre dans le reste de la procédure. On l'écoute. Je suis plutôt très déçu du seul moment que ce maintien en détention n'a pas lieu d'être, d'autant plus que mon client a offert à la justice congolaise toutes les garanties tendant à considérer et à faire croire de très bonne foi qu'il ne peut en aucun cas entraver le cours normal de la procédure et les enquêtes du parquet. Mais surtout, les indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui ne sont pas démontrés. Non seulement parce que mon client n'a pas signé le papier qui est incriminé, mais aussi et surtout que son nom n'est cité nulle part en termes de responsabilité individuelle. Et donc c'est une déception, ça ne nous désarme pas, on va certainement embrayer sur d'autres moyens de droit pour qu'absolument notre client puisse avoir cette liberté et puisse comparaître dans le reste de procédure en homme libre.
Une délégation de la SENCO composée de son président Marcel Outembi et de son secrétaire général Donatien Cholet est allée à la rencontre du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi. Elle a à cette occasion plaidé pour la mise en œuvre de l'accord cadre entre la RDC et le Vatican qui souffre encore d'application. La rencontre entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, et le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, qui était accompagné de Monseigneur Cholet, a eu lieu à l'immeuble de la Territoriale. Il a été question, lors de cette rencontre, de l'échange autour de l'accord cadre entre l'Église catholique et la République démocratique du Congo. Secrétaire général de la SEMCO, Monseigneur Cholet, a indiqué au sortir de cet entretien que les échanges se sont déroulés dans le sens de l'intérêt de la RDC. J'ai accompagné son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, qui tenait à rencontrer son Excellence Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Vous savez qu'il y a un accord cadre qui lie l'Église catholique et l'État congolais. Et le ministre de l'Intérieur est une personne clé dans la matérialisation de cet accord cadre. C'est dans ce sens-là que le président de la SENCO est venu les rencontrer. Et en marge de cela, on a parlé de tout et de rien pour le bien de la République, soyez rassurés. Merci. Pour rappel, l'accord cadre entre l'Église catholique et la RDC a été signé en juillet 2022. Cet accord établit notamment la liberté de l'Église dans son activité apostolique. Les députés provinciaux ont pris d'assaut les installations du ministère des Finances à Kinshasa pour réclamer leurs émoluments impayés. Il s'agit des mois de juin, juillet et août dernier. Ces élus demandent au gouvernement de remplir ses obligations vis-à-vis des représentants du peuple. Il faut noter que ce n'est pas pour la première fois que les députés provinciaux se retrouvent dans cette situation. Un fait de société, les pigeons se font rares à Kinshasa. Ils sont connus pour être des oiseaux embellissants, mais ils disparaissent peu à peu dans la capitale congolaise. Difficile à trouver, difficile à acheter, ces oiseaux sont devenus rares. C'est son fils de 9 ans qui s'est lancé il y a 2 ans dans l'élevage de pigeons. Bernard Boukelo, le père, a tout de suite repris cette œuvre pour encourager le travail de son fils qui devait retourner à l'école. La rareté des pigeons à Kinshasa, Bernard l'a également constaté. Pour expliquer cette rareté, cet éleveur de pigeons pointe du doigt la conjoncture du pays, la famine et le vol. Disparition des pigeons est due à la conjoncture pays. La rareté des pigeons est due à la conjoncture de notre pays. Auparavant, les pigeons embellissaient la ville, il n'y avait pas la famine. Mais aujourd'hui, les gens font une chasse aux pigeons. S'ils rencontrent un pigeon, le réflexe c'est de l'immoler et les consommer. Aujourd'hui, on vole les pigeons, il n'était pas le cas. Si quelqu'un découvre où on élève des pigeons, il viendra voler pour consommer ou le vendre. Établissant un parallélisme entre les années passées et le présent, cet habitant de Kinshasa pense que la diminution des pigeons est due à l'environnement qui est défavorable à leur élevage. Aujourd'hui, avec notre environnement, c'est impossible. C'est impossible d'élever parce que l'environnement est devenu invivable. Avec cette pollution, on jette les choses partout. Comment on peut élever des volailles maintenant? Pour cet experte du domaine agricole, la restauration de l'élevage des pigeons dépend de l'amélioration de la condition de vie humaine. Si les humains ont suffisamment de quoi manger, ils laisseront aussi aux oiseaux. Il faudrait quand même qu'on puisse encore restaurer ça, mais en nourrissant d'abord les êtres humains. Quand il y a l'abondance de la nourriture, il y a aussi ce qu'on jette, les oiseaux du ciel vont manger, vont consommer. Mais s'il n'y a pas assez à manger pour les gens, le même gens qui devait donner les graines aux oiseaux, ils consomment même le reste pour les oiseaux là. La rareté des pigeons doit préoccuper les uns et les autres. La rareté des pigeons doit préoccuper les uns et les autres pour que cette espèce ne puisse pas disparaître. Les pigeons et les autres oiseaux contribuent à leur manière à l'équilibre de la vie sur Terre en général, à Kinshasa en particulier.
Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles pour couvrir les besoins de base d'une importante partie de la population de Kimbanséké et surtout dans le cadre de la promotion sociale, un partenariat a été conclu et scellé ce samedi à Kimbanséké entre l'ONG CCPS que préside Dada Mondele Nzumba et l'ASBL Banachangu Tosungana de Nico Futu. Au menu de cette cérémonie qui s'est déroulée dans la commune de Kimbanséké, les bons fonctionnements entre ces deux ONG qui ne cessent de mettre les bien-être humains au centre de leurs activités. Dada Mondele, président de l'ONG CCPS, avait apporté avec elle les intrants agricoles et matériels aratoires qu'elle a remis aux membres de ces deux structures respectives. Ces derniers n'ont pas retenu leur satisfaction en remerciant les donateurs. Prenant la parole, la présidente de l'ONG CCPS, Dada Mondele, et celui de l'ASBL Banachangu Nico Futu ont évoqué les biens fondés de ces nouveaux partenariats qui semblent prometteurs pour tous les membres de ces deux structures. Je crois bien qu'aujourd'hui, c'était juste que nous puissions présenter les membres de l'association Banachangu Tosungana et CCPS, que les deux se connaissent. Et d'ici là, nous allons faire une grande manifestation, donc une sortie ensemble dans les Tchangouans. En tout cas, l'objectif, c'est comme dit l'association Banachangu Tosungana, c'est pour aider les femmes maraîchères, la jeunesse Kimbanséké. Et des organisations qui travaillent désormais ensemble ont à cette occasion projeté plusieurs activités de haute envergure dans les jours qui viennent. Au Mali, la junte au pouvoir annonce le report de la présidentielle prévue pour février 2024 à une date ultérieure. Cette élection est censée marquer la fin de la période de transition et le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État militaire d'août 2020. Ce report intervient dans un contexte sécuritaire tendu, notamment dans le nord du pays, où les attaques se sont multipliées au cours des dernières semaines sur fond des retraits des forces étrangères, notamment celle de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Selon plusieurs médias, il s'agit d'un léger report pour des raisons techniques. L'annonce est faite lundi par les porte-parole du gouvernement malien Abdoulaye Maïga, expliquant par ailleurs ce report par la prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale qui prévoit une augmentation du délai entre les deux tours de la présidentielle, la prise en compte de la révision des listes électorales et la prise en otage de la base des données du recensement administratif à vocation d'état civil par le prestataire Idemia, une entreprise française. Initialement prévu les 4 et 18 février 2024 pour les détours, le gouvernement malien affirme que les nouvelles dates seront communiquées après échange avec l'autorité indépendante des gestions des élections. Place au rappel des principaux titres. Remise en liberté provisoire refusée à Stanis Boujakera, accusé de propagation de faux bruits. Ses avocats avaient fait appel dès son placement en détention préventive et leur demande a donc été rejetée une nouvelle fois ce lundi. Ce mardi, Jean-Marie Kassamba reçoit à 20h Kibambi Shintoa, journaliste et patron des médias dans JMK Today. Au menu, les 30 ans de carrière de cette icône de la presse congolaise. Au Mali, la junte décide de reporter la présidentielle. Le gouvernement de transition au pouvoir à Bamako évoque des raisons techniques pour justifier un léger report de la présidentielle prévu les 4 et 18 février 2024. Restez avec nous pour la revue de presse qui intervient tout de suite. Dans une sélection de Héritier Ntambois comme tous les mardis avec qui nous partageons ce plateau. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Martin Fayulu exprime ses préoccupations sur le processus électoral en RDC. Oui, c'est comme ça que titrent nos confrères du média Actualité.cd. Le tabloïd estime que l'opposant Fayulu a adressé un message poignant à la nation congolaise, mettant l'accent sur les défis majeurs auxquels le pays est confronté dans les cadres du processus électoral qui est en cours. Actualité.cd renseigne que lors de son adresse, le président de l'ECD a exprimé ses inquiétudes quant à
la manière dont les institutions de l'État gèrent les signaux alarmants qui menacent la stabilité du pays. Un autre titre à ces sujets, des révélations d'ailleurs du média Forum des As. Présidentielle 2023, Martin Fayulu sera dans la course. Après un temps d'hésitation, le président de l'ECD a, via son message hier, décidé de réintégrer les processus électoraux en cours. En clair, il va être candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain et déposera par conséquent son dossier des candidatures à la centrale électorale dans les jours à venir, rapporte Forum des As, alors que Radio Okapi, pour sa part, pointe. Présidentielle 2023, Martin Fayulu entretient le suspense. Nos confrères rapportent que lors de son adresse lundi, le président du parti politique SID a reproché le régime Tshisekedi de préparer un chaos électoral. Il n'a cependant, ajoute le média, confirmé sa participation ou non à la présidentielle de décembre 2023, dont les délais impartis pour les dépôts de candidature expirent dans peu de jours. Le président de l'ECD note par ailleurs que le pays va très mal, rapporte ce tabloïd. En dehors de nos frontières, les habitants du Haut-Karabakh continuent de fuir leur région. Oui, d'abord, on va essayer de répondre de manière survolée à cette question. Que se passe-t-il dans le Haut-Karabakh? Selon les éléments en notre possession, Amina, il s'agit d'un conflit qui n'est pas nouveau entre ce pays et Azerbaïdjan. Cet État qui a lancé mardi 19 septembre dernier son offensive armée dans le Haut-Karabakh, une opération militaire qui a fait au moins 200 morts et 400 blessés selon le bilan rendu public il y a quelques jours. Alors prenons en effet ces titres de France 24. Au Karabakh, plus de 13 000 personnes ont dû fuir l'enclave, 20 morts dans une explosion. Amina, tout porte à croire, selon ce média, que ce sont les conséquences de ces conflits. Au moins 13 personnes venant du Haut-Karabakh ont fui en Arménie, ont indiqué ce mardi les autorités arméniennes, près d'une semaine après l'offensive éclair et victorieuse menée par l'Azerbaïdjan dans cette région majoritairement peuplée d'Arméniens. De média à un autre, La Libre révèle à travers son titre « Conflit dans le Haut-Karabakh ». La Russie poursuit ses tentatives de déstabilisation à l'encontre de l'Arménie. Ce média renseigne que depuis 9 mois, les autorités azerbaïdjanaises, avec la permission de la Russie, ont soumis les habitants de cette enclave à un blocus, voulais-je dire, rendant impossible tout approvisionnement en besoins de première nécessité. Enfin, RFI titre pour sa part au Karabakh, un flot d'habitants de l'enclave sur les routes en direction de l'Arménie. Radio France Internationale nous rapporte qu'en plein exode, un dépôt de carburant a explosé dans l'enclave du Haut-Karabakh. Le bilan provisoire fait état d'au moins 20 morts et 280 blessés selon les autorités séparatistes. Ces dernières renchéries RFI ont demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à la catastrophe. RFI note que les habitants du Haut-Karabakh continuent de fuir leur région après, voulais-je dire, la route la reliant à l'Arménie a été ouverte depuis dimanche. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce mardi, Amina Bayombo. Nous vous en remercions, Héritienne Tamoua. Je vous en prie. Merci également de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.